Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec, et je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie, et je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. On va parler de l'immobilier locatif. Quels sont les pièges ou erreurs à éviter? Je viens de parler à un auditeur. On a fait une petite consultation ensemble par rapport à l'indépendance financière, par rapport aux hypothèques. Ça tombe bien, c'est exactement là-dedans que je me spécialise. J'ai eu la permission de cet auditeur-là de parler de notre conversation qu'on a eue aujourd'hui ensemble. Un message qu'il m'a envoyé, je vous lis un peu là, pour vous mettre en contexte. Il me dit « Depuis environ 3 ans, je m'intéresse passionnément à la finance personnelle. J'écoute régulièrement des podcasts et des livres audio sur ce sujet. Récemment, j'ai écouté votre entrevue avec Pat de Financièrement Parlant. Salut Pat Raymond, en passant, si tu nous écoutes. Et votre approche m'a profondément impressionné. J'ai alors fait des recherches pour trouver votre propre podcast et j'ai littéralement dévoré en 3 jours. Merci, ça me fait super plaisir de savoir que vous appréciez le contenu. J'espère parvenir un jour à l'indépendance financière et pouvoir dire... Va chier! Oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui ont écouté l'épisode numéro 73, le flambeur, on fait référence à cet épisode-là ici. On voit que l'auditeur avait écouté l'épisode numéro 73, puis il espère aussi un jour parvenir à l'indépendance financière et pouvoir dire... Va chier! Donc, cet auditeur-là m'a demandé si on pouvait se parler, si on pouvait avoir une consultation ensemble, puis ça m'a fait plaisir de lui répondre positivement. Il y avait 2 questions. En échangeant des courriels, j'ai dit « OK, s'il vous plaît, m'arriver avec une idée globale là, de la situation financière pour que je sois bien préparé pendant l'appel. Ensuite, arriver avec peut-être quelques questions pour que je puisse me préparer aussi par rapport plus spécifiquement à ces questions-là. » Ces 2 questions, c'était l'immobilier locatif. Quels sont les pièges ou erreurs à éviter parce que cet auditeur-là souhaite sérieusement investir dans l'immobilier locatif. Ensuite, comment se servir de l'équité sur la maison pour investir dans un immeuble locatif. Donc, on va regarder ces 2 aspects-là. Je vais parler de ma conversation avec lui par rapport à ces 2 questions-là, mais on va prendre un peu de recul puis on va regarder le portrait financier. Évidemment, je ne vais pas nommer son nom ni dire de détails là, qui pourraient permettre de l'identifier, mais on va y aller avec des chiffres. Valeur nette, on a une personne qui a une valeur nette d'environ 400 000 $. La valeur nette se découpe comme suit. On a un 200 000 dans le fond d'équité sur notre maison, puis on a un autre 200 000 en investissement REER, fonds de pension. On a comme 50-50 notre valeur nette répartie comme ça. Puis on a une maison qui vaut 400 000, mais avec une hypothèque de 200 000. On a une équité de 200 000 sur la maison. Puis on a quelques petites dettes, ça aussi je vais en parler. Un prêt de 4 000 qui va être remboursé dans quelques mois. Puis un petit 3 000 sur des cartes de crédit qui ça aussi va être remboursé rapidement. On a un bon emploi stable, des bons revenus annuels. Je regarde la situation financière de la personne pour pouvoir répondre à ces questions par rapport aux 5 étapes pour avoir la paix financière, devenir propriétaire, atteindre l'indépendance financière. Là, cette personne-là est déjà propriétaire, mais on peut quand même situer dans les 5 étapes où est-ce qu'on est rendu. Évidemment, on a déjà la maison. Donc, l'étape numéro 3, acheter la maison, on la met de côté, mais on va quand même revenir en arrière à l'étape numéro 1, c'est-à-dire on va se libérer de l'endettement pour toujours. On va éviter les dettes pour sa consommation. Les dettes sur les cartes de crédit pour peu importe ce qu'on veut consommer, tout ce qui n'est pas de l'investissement. Étape numéro 2, accumuler son fonds d'urgence. Donc là, ici, ce qui est arrivé, c'est que, oui, on a la maison, mais on a quand même encore quelques dettes. Donc, on a eu cette discussion-là, qui est sur les quelques dettes. On a parlé que, justement, on s'en allait rembourser ça. On a discuté ensemble. Est-ce qu'on est prêt à s'engager à ne plus prendre de dette pour la consommation? Puis là, j'ai donné des trucs par rapport à ça parce que oui, la réponse était oui. L'auditeur était évidemment en faveur. Il aime beaucoup l'idée d'aller vers l'indépendance financière et puis aussi est d'accord pour arrêter d'utiliser l'endettement pour la consommation pour éviter de payer de l'intérêt à une banque. On veut que la majorité de ce qu'on va gagner comme revenu annuellement, on va s'en servir pour nos réels besoins, pas pour donner de
de l'intérêt à un prêteur, ni pour payer des choses qu'on a déjà consommées dans le passé. On veut utiliser notre revenu présent pour nos choses qu'on utilise pour le présent. On ne veut pas payer pour nos choses du passé. Ça, c'est vraiment dommage quand on doit faire ça. C'est là qu'on se sent prisonnier du système. Métro, boulot, dodo, etc. Vous connaissez la chanson. Étape numéro 1, on est revenu un peu là-dessus. Puis là, ce que j'ai dit, c'est qu'ensuite, peut-être que j'irai vers l'accumulation du fonds d'urgence. Avant de commencer à parler de l'investissement immobilier, parce que c'était les questions principales qu'on avait ensemble, je suis revenu quand même sur ces questions-là. Comme exemple, la voiture, on n'avait pas de paiement de voiture, mais là, ce que j'ai appris avec la conversation, c'est parce qu'on avait un paiement de voiture dans le passé, mais là, on avait terminé de la payer. Donc là, moi, tout de suite, j'ai fait « Ah, mais là, la prochaine voiture, qu'est-ce qu'on va faire? » Peut-être qu'il faut prévoir l'achat de la prochaine voiture pour ne pas revenir en arrière de ce côté-là, ne pas devoir reprendre un autre paiement de voiture plus tard quand la voiture actuelle va tomber en panne. Donc là, on a eu un peu cette discussion-là, puis on était d'accord que oui, évidemment, le paiement de voiture, c'est pas idéal, donc on va essayer d'accumuler, mettre de côté, puis en même temps, on va essayer de se bâtir un fonds d'urgence pour éviter le petit montant qu'on a sur la carte de crédit. On va essayer de ne pas retourner avec un solde qu'on n'est pas capable de rembourser au complet. On va, pour ça, se faire un fonds d'urgence. Puis là, on a calculé ensemble parce qu'il m'avait envoyé aussi ses dépenses annuelles, grosso modo, qu'on a regardé 3 à 6 mois de dépenses. On s'est entendu que peut-être un 10 000 de côté, ça pourrait être bien. La question m'est venue, dans quoi que je devrais mettre le 10 000. Tu sais, pour moi, là, le 10 000 du fonds d'urgence, pour moi, il faut que ce soit liquide, il ne faut pas que ce soit à risque. Donc, la réponse, c'est peut-être un compte épargne à intérêt élevé. On garde ça pas trop loin, pas dans le même compte chèque où est-ce que tout passe, mais on devrait quand même le séparer, le mettre un petit peu plus loin pour pas que ce soit comme trop tentant d'aller le chercher, parce que ça ne devrait pas être pour des dépenses normales, ça ne devrait être que pour des vraies urgences, des choses qu'on n'a pas le choix. Tu sais, parfois, on va aller sur la carte de crédit en se disant, ben là, j'ai pas le choix parce qu'il est arrivé telle chose. Ben, il y a quand même des choses qu'on peut prévoir, donc le fonds d'urgence sert aux choses qu'on ne peut pas prévoir, c'est pour les urgences. Et puis, on a déterminé que, bon, un 10 000, entre 10 000 et 20 000 là, normalement, le fonds d'urgence, c'est à peu près ça qu'on devrait mettre de côté. Idéalement, une fois qu'on aura fini de rembourser le petit prêt à 4 000, plus la carte de crédit à 3 000, puis faire en sorte qu'on ne va pas retourner là-dedans, puis qu'on n'aura plus d'intérêt, puis là, on va libérer notre revenu de travail, on va le libérer, puis on va pouvoir mettre ça de côté. Puis ça va peut-être aider pour notre projet d'investissement dans l'immobilier éventuellement, d'être capable de dégager une épargne. Peut-être que ce qu'on va vouloir faire dans le futur, ça va être d'investir dans l'immobilier, peut-être rembourser l'hypothèque, peut-être en mettre plus dans les placements. On verra, ça nous donne plus d'options quand, justement, on n'est pas endetté, qu'on a notre fonds d'urgence, puis qu'on a nos dépenses sous contrôle. Bon, ça, c'était l'étape numéro 2. Étape numéro 3, on la skip parce qu'on l'a déjà. On a déjà notre maison. Donc, tant mieux, c'est une bonne chose d'avoir acheté notre maison. C'est grâce à ça qu'on a la moitié de notre valeur nette d'accumuler. L'achat de notre maison aussi, c'est un gros morceau. C'est pas pour rien que c'est dans les 5 étapes. Puis éventuellement, on va avoir notre coût de logement très très bas grâce à ça. Okay? Mais on n'est pas tout à fait rendu là parce qu'on a encore l'hypothèque à payer en ce moment. Donc là, on est rendu à l'étape numéro 4. Cette personne-là, en réalité, est rendue à l'étape numéro 4, même si, bon, il faut régler l'étape numéro 1, l'étape numéro 2 encore, il y a ça à faire en parallèle. Mais là, on est quand même à l'étape numéro 4. On peut regarder tout ça en même temps pour se donner une idée, se faire un plan financier. C'est quoi le prochain move? On claire les dettes, on accumule le fonds d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait après? Okay, puis on accumule assez pour la prochaine voiture. Bon, tout ça, c'est réglé. Qu'est-ce qu'on fait après? Puis là, on a le choix, on a l'idée d'aller investir dans l'immobilier. Première question, OK, oui, l'immobilier, parfait. Est-ce qu'on a des connaissances spécifiques qui vont nous donner un edge, qui va nous donner un avantage dans l'immobilier? Est-ce que c'est connexe à notre domaine professionnel de travail? Est-ce qu'on a de l'expérience en immobilier? Bon, là, la réponse, c'était que, de la façon que je comprenais, non. C'était quand même assez loin du domaine donc de travail normal. Donc, on n'avait pas de talent spécifique là, dans l'immobilier. Ce qu'on a, c'est qu'on a une équité d'accumuler sur notre maison, puis on sait que ça peut servir comme mise de fonds pour aller acheter un immeuble à revenu. Donc, on a ça qui joue en notre faveur. Mais côté connaissances, on n'est peut-être pas encore, on n'a pas toutes les connaissances peut-être pour aller investir. Mais c'est correct parce que l'immobilier, il y a beaucoup d'informations, de formation
d'information. C'est accessible à beaucoup de gens d'aller acheter un plex, de commencer en immobilier. Donc ça, c'est pas si inquiétant, mais quand même, je suis intéressé de connaître la réponse à cette question-là. Puis là, l'autre chose, là, parce qu'on a, oui, aller investir dans l'immobilier, c'est une avenue qu'on peut faire à l'étape numéro 4, mais c'est quoi l'autre chose qu'on peut faire aussi si on décide de pas aller investir en immobilier? C'est de capitaliser sur son talent. Là, ici, monsieur, on avait un salaire de son 9 à 5, puis on avait un autre salaire aussi de travailleur autonome. Puis là, dans l'appel, j'ai pas eu le temps de poser la question par rapport à cet aspect-là du revenu qui était de travailleur autonome, mais j'y repensais par après, on aurait dû en parler davantage parce que si aller investir dans l'immobilier, supposons que quand on fait tous les calculs, ça va nous permettre d'augmenter notre valeur nette de 20 000 $ par année pour les 5 prochaines années. Ce qui peut être très, très bien, ou peut-être plus, 30 000. Peut-être que la première année, ça va être 20 000, après ça 25 000, après ça 30 000, que ça va augmenter notre valeur nette. Au fur et à mesure que ça va avancer dans le temps, ça va être bon. C'est certain, quand c'est un actif, l'immobilier, ça se fait un peu tout seul. Mais l'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est de voir si notre side hustle, je ne sais pas si c'était ça, parce qu'on m'avait bien inscrit qu'il y avait un revenu de travailleur autonome, peut-être que d'aller chercher 40 000 de plus par année avec notre revenu de travailleur autonome, peut-être que notre temps va être plus rentable de se concentrer là-dessus que de se concentrer dans aller investir dans l'immobilier. Parce que d'aller investir dans l'immobilier, il va falloir y mettre le temps, il va falloir apprendre, il va falloir, si on veut le faire de la bonne façon, de façon sécuritaire, il va falloir y mettre le temps. Puis oui, une fois que c'est acheté, une fois qu'on a les connaissances, une fois que ça roule, peut-être que c'est vrai que là, on peut libérer notre temps puis que c'est une avenue qui scale, comme on dit, c'est-à-dire où est-ce qu'on libère notre temps, mais peut-être aussi que notre expérience dans notre domaine professionnel, que ça aussi, on est capable d'aller chercher beaucoup de revenus grâce justement à notre expérience parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire la même chose que nous, puis ça a une belle valeur, puis peut-être qu'en regardant c'est quoi les possibilités de ce côté-là. Donc moi, ça reste un avenue vraiment quand on regarde entre investir dans l'immobilier puis se concentrer sur notre domaine d'expertise. Il faut faire le pour et le contre. Moi, j'ai décidé de me concentrer sur mon domaine d'expertise au lieu de l'immobilier personnellement, puis ça a bien fonctionné. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a des opportunités comme ça, puis souvent, l'immobilier, c'est ça qui va être le plus accessible. Donc, on va continuer par rapport à l'immobilier, OK? Parce que surtout que les deux questions étaient par rapport à l'immobilier. Donc, je continue avec mes conseils par rapport à l'immobilier. Puis là, il faut savoir que moi, comment je peux donner des conseils par rapport à l'immobilier, même si en réalité, je n'ai jamais eu d'immeuble locatif, c'est parce que j'ai fait beaucoup de formations, lu beaucoup de livres, écouté beaucoup de podcasts, je suis allé dans les clubs immobiliers, je suis quand même un petit peu au courant, là, je suis courtier hypothécaire, donc mon travail maintenant est lié à l'immobilier. J'ai une idée de ce qui fonctionne en immobilier. Évidemment que ma première recommandation que je donnais à cet auditeur-là, c'était de se former, de peut-être aller voir s'il y avait des clubs d'investissement immobilier locaux dans le coin où il était, où est-ce qu'il voulait peut-être faire de l'immobilier puis acheter. C'est vraiment la première chose à faire, trouver des ressources, que ce soit des livres ou que ce soit justement, mais idéalement, des personnes avec qui on peut parler, qui vont nous donner des indices sur comment procéder. Parce que la question, quels sont les pièges en immobilier, ben si on ne se forme pas puis qu'on va simplement acheter un immeuble à vendre, que cet immeuble-là n'est pas clé en main puis qu'on a tout plein de problèmes puis que finalement cet immeuble-là coûte beaucoup plus cher que ce qu'on pensait qu'il allait coûter parce qu'on n'a pas fait les calculs, parce qu'on ne savait pas comment calculer justement la rentabilité d'un immeuble puis comparer les immeubles. Bon, c'est certain que ça peut être un cauchemar, ce projet-là. C'est pour ça que quand on va donner des conseils, c'est certain que moi, le côté de la prudence, ça va être vraiment là-dessus que mes conseils vont porter. Évidemment, quand on va aller dans des clubs immobiliers, peut-être que là, les gens vont avoir d'autres conseils, mais justement, c'est des gens qui en font, puis peut-être que oui, on peut prendre plus de risques si on a plus de connaissances. Mais quand on n'a pas beaucoup de connaissances, on va y aller plus sur le côté de la prudence. L'autre conseil que je pense qui est dur de se tromper en immobilier, c'est de commencer petit, en cas de doute. On va pas s'endetter pour un gros immeuble. Ça va multiplier les problèmes s'il y en a. Donc, de commencer petit, propriétaire occupant. Peut-être que l'idée, ça aurait été de
vendre la maison, d'aller acheter, si c'est faisable pour la famille, si ça fonctionne, d'aller acheter un immeuble, un duplex, ou est-ce qu'on prend un logement. Ça, c'est vraiment l'idée de commencer petit. Il y a peu de risques que ça ne fonctionne pas. Au moins, on est là, on peut se loger. Puis si on n'aime pas ça, finalement, avoir à dealer avec un locataire, peut-être que c'est pas pour nous. Au moins, le fait de commencer petit, on va pas perdre trop d'argent si on s'est trompé. Donc ça, c'est l'autre conseil, commencer petit. Ensuite, cash flow positif. Puis là, tu sais, moi, c'est certain, encore là, du côté de la prudence, je voudrais, à ce stade-là, à l'étape numéro 4, on travaille, on rembourse notre hypothèque, on investit pour la retraite. Là, on regarde sur comment aller encore plus vite vers l'indépendance financière que la recette de base, là, tu sais. L'idée pour moi, c'est que oui, peut-être qu'on va aller investir dans l'immobilier, mais j'aimerais bien ça que mon investissement, j'aille pas à sortir de l'argent de ma poche pour payer mon investissement, faire en sorte que mon budget soit plus serré parce que j'ai décidé, non, l'investissement, c'est supposé nous libérer, c'est supposé nous aider, nous enrichir. Puis là, je sais que c'est difficile, l'immobilier, clé en main, d'avoir quelque chose de cash flow positif. Si on regarde un immeuble qui est listé sur Centris, il est au prix du marché, je ne suis pas certain qu'il y a une aubaine, on va devoir regarder s'il y a des opportunités d'optimisation. Bref, quand je vais faire les calculs pour un immeuble immobilier, je vais vouloir que ce soit cash flow positif, surtout parce qu'on va s'endetter. En plus de l'immobilier, c'est normal, il va y avoir une dette en arrière. Puis là, ici, dans notre cas, c'est encore plus difficile parce qu'on n'avait pas de mise de fonds d'accumuler. Hein. La seule mise de fonds qu'on peut mettre sur l'achat d'un immeuble locatif, c'est l'équité de la maison. Donc, en fait, il faut emprunter sur notre maison parce que, oui, c'est beau, on a comme un 120 000 sur notre maison qu'on peut aller retirer puis mettre comme mise de fonds sur un immeuble à revenu. Puis là, ça, c'est toute la mécanique de refinancement. Comment se servir de l'équité sur la maison pour investir dans un immeuble locatif? C'est pas très compliqué, OK? Il suffit de refinancer un, puis après ça, on fait l'achat de l'autre avec la mise de fonds, l'argent qui a été sorti sur... On peut faire les deux transactions en même temps. Un courtier hypothécaire à ce moment-là, puis là, on en a parlé, peut aider avec cette mécanique-là. Mais quand on va calculer la rentabilité du projet, on devra calculer le paiement hypothécaire sur la tranche hypothécaire sur la maison qui a servi comme mise de fonds aussi. C'est pas comme si on arrivait avec l'argent qu'on avait épargné. Ou est-ce que là, on n'a pas de coût d'emprunt parce qu'on l'avait d'accumuler la mise de fonds pour acheter notre immeuble locatif? Non, là, on va devoir l'emprunter sur la maison, mais ça a un coût, ça a un paiement. Il faut le calculer pour moi, puis s'assurer qu'on est cash flow positif. Investissement, pour moi, c'est supposé nous enrichir, faire en sorte qu'on a plus de liberté. Puis là, quand que les revenus de loyer de notre investissement ne seront pas suffisants pour couvrir toutes ces hypothèques-là, ça marche pas. Puis moi, c'est une raison pourquoi que je ne vais pas nécessairement investir en immobilier, c'est que je suis pas prête à être cash flow négatif quand je vais acheter un immeuble à revenu. Donc, il faut voir c'est quoi les opportunités, quel travail qu'il faut faire, quelles connaissances il faut acquérir pour arriver à trouver un immeuble, où est-ce que ça fonctionne, les chiffres. Donc là, je peux parler un peu de la mécanique, comment se servir de l'équité pour investir dans un immeuble. On peut refinancer un immeuble jusqu'à 80% de sa valeur. Donc, la valeur, elle va augmenter. Ici, là, on avait un immeuble acheté dans les années 2010, puis la valeur a beaucoup augmenté. On a une hypothèque de 200, la valeur maintenant est à 400 000. À 400 000, en réalité, on a le droit jusqu'à 80% d'emprunter jusqu'à 320 000. Donc, il y a un 120 000 d'équité qu'on peut retirer de la maison pour emprunter. Évidemment, il faut se qualifier, il faut qu'on ait les bons revenus. Puis, comme j'ai dit après ça, idéalement, on veut que tout notre projet soit cash flow positif pour ne pas avoir à sortir de l'argent mensuellement de notre poche pour payer cet investissement-là. Mais oui, la mécanique est assez simple, là. C'est une question d'emprunter. Puis là, on peut techniquement emprunter 100% de l'achat de l'immeuble locatif. Ensuite, l'achat, le fait que l'immeuble soit rentable, doit faire les calculs. Peut-être que c'est une question d'optimisation. Peut-être qu'au début, il ne sera pas cash flow positif, mais qu'on voit qu'il y a une optimisation possible, c'est-à-dire qu'on peut augmenter les loyers suite à, ou qu'on peut aller peut-être rénover une partie de l'immeuble puis commencer à louer telle partie de l'immeuble en stockage ou en stationnement ou peu importe c'est quoi le projet. Peut-être qu'on peut diviser l'immeuble. Bon, il y a des choses qui se font, c'est ce qu'on va parler quand on va aller dans les clubs immobiliers. C'est quoi qui se fait pour être capable de rendre un projet rentable en immobilier, l'optimisation. Encore là, mais ça prend des connaissances, ça prend des talents quand on part de zéro puis qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, qu'on n'a jamais fait le calculateur de rentabilité d'un immeuble. C'est pas clair qu'on va être capable là, d'avoir un projet qui va marcher en partant, donc il va peut-être falloir faire un
partenariat avec quelqu'un d'expérience ou avoir un mentor d'immobilier qui va nous accompagner là-dedans. Puis après ça, c'est le profit à l'achat, peut-être des opportunités hors marché. Mais ça aussi, c'est difficile à trouver. Tu vas-tu faire du porte-à-porte pour dire est-ce que votre immeuble est à vendre, puis essayer de convaincre que quand tu n'as jamais acheté d'immeuble, quand tu ne sais pas comment faire, c'est difficile de faire ça aussi, les opportunités hors marché. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'en apporter sur un plateau parce que, évidemment, il y a de la compétition dans l'immobilier. Il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui cherchent les bonnes transactions à faire, qui veulent faire du profit. Donc voilà, il y a quand même des difficultés avec l'immobilier. Et puis mes conseils, quand on me demande les pièges à éviter, comment s'y prendre, se former, commencer petit, s'assurer d'être cash flow positif. Après ça, la mécanique de se servir de l'équité pour investir, ça c'est facile. On peut regarder ensemble, vous pouvez faire affaire avec votre banque ou votre courtier hypothécaire pour le faire. Ensuite, rembourser son hypothèque. Là, on parle encore des étapes. Là, j'étais rendu à l'étape 4, l'étape 5, parce que là, on me pose la question aussi, rembourser son hypothèque, je devrais-tu faire ça avant de commencer à investir dans l'immobilier? Parce que là, vous dites, il faut rembourser son hypothèque, mais en réalité, on ne devrait pas nécessairement attendre d'avoir remboursé son hypothèque pour investir. Moi, ce n'était pas mon cas. J'ai refinancé ma propriété pour acheter des actions dans l'entreprise. Moi, je me suis concentré sur mon domaine professionnel pour réinvestir, mais je n'ai pas attendu d'avoir remboursé au complet mon hypothèque pour le faire. Je l'ai fait en cours de route quand ma propriété avait gagné en valeur. Donc, en réalité, non, je n'oblige pas, comme Dave Ramsey, à tout rembourser l'hypothèque. Mais si on n'a pas une opportunité d'investissement rentable, peut-être que rembourser son hypothèque, c'est pas si mauvais que ça, puis que c'est une bonne idée de le faire. Parce que je préconise la paix financière avant tout. Donc, si on va aller réemprunter, il faut que ce soit vraiment une opportunité rentable, que ce soit en immobilier ou dans notre domaine d'expertise, dans notre domaine d'affaires professionnelles. Là, je vais terminer le podcast avec certaines questions aussi pendant la conversation. L'auditeur, je suis au Canada, dans une province anglophone. Donc, l'auditeur n'était pas au Québec, mais dans une communauté francophone. Puis là, il me disait, mon dernier courtier hypothécaire, quand j'ai acheté ma maison, tout ça était anglophone, la communication était difficile. Puis là, il me demande s'il peut faire affaire avec moi. Bien sûr qu'on peut faire affaire ensemble. Je suis là pour ça. Ça va me faire plaisir. En plus, quelqu'un qui écoute le podcast, qui me connaît un peu, qui connaît mon approche, ça va me faire plaisir. Donc, évidemment, si quelqu'un veut avoir mes conseils en faisant son refinancement, renouvellement ou l'achat, ça fonctionne. Puis, dans le Canada, ça, c'est drôle. J'ai jamais pensé que, mais oui, c'est vrai qu'il y a des francophones qui habitent à l'extérieur du Québec, dans le Canada. Puis, évidemment, moi, que ça me ferait plaisir de vous aider avec vos transactions hypothécaire, on peut le faire chez Planiprêt. On a une entente avec un partenaire qui opère partout au Canada. Donc, je suis en mesure d'aider, je suis en mesure d'aller trouver la meilleure promotion possible hypothécaire, que ce soit en renouvellement, refinancement. Puis on peut regarder, après ça, on va regarder toutes les choses importantes. Quel terme qu'on va prendre, si on veut investir, justement, ça va être quoi la mécanique? Est-ce qu'on va y aller avec une marge hypothécaire? Qu'on va y aller avec un terme plus court en variable? Puis on va tout regarder ça. Puis en même temps, j'ai même proposé à l'auditeur, si il voit une propriété puis qu'il ne sait pas trop comment calculer la rentabilité, on pourrait regarder ensemble. Tu sais, moi, j'ai une petite idée quand même. Là. En plus, étant donné que je sais à peu près quel taux d'intérêt on va avoir si on refinance, mais on peut calculer aussi l'hypothèque. Là-dedans, ça va coûter quoi? Est-ce qu'on va être cash flow positif si on regarde toutes les dépenses de cet immeuble-là? Normalement, sur le listing, sur Centris, ou en tout cas sur la plateforme, on devrait avoir toutes les dépenses. Les dépenses qu'on ne voit pas, on peut mettre des chiffres quand même. Là. Je peux aider un peu par rapport à ça. Évidemment, il y a peut-être des ressources qui sont encore plus complètes, des personnes qui vont être plus compétentes que moi pour calculer plus fidèlement la rentabilité d'un immeuble, mais je pense que je peux aider à donner une idée si on n'a pas personne d'autre là, dans notre entourage pour la faire. La personne me demande comment je suis rémunéré, est-ce que c'est lui qui va payer ou c'est la banque qui me paye? C'est la banque qui me paye, donc si on fait une transaction hypothécaire ensemble, moi je n'ai pas de salaire, je ne charge pas mes clients pour les transactions hypothécaires, je reçois une commission du prêteur lorsqu'on fait une transaction ensemble. Donc ça c'était une question facile que j'ai pu répondre, puis moi je suis travailleur autonome, je travaille vraiment pour le bénéfice de mes clients, je défends les intérêts de l'emprunteur en premier. Évidemment, je suis l'intermédiaire entre le prêteur et l'emprunteur. Les prêteurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est des beaux dossiers, ils veulent voir le dossier, ils veulent savoir exactement à quoi s'attendre de l'emprunteur. Moi, je leur remets ça, tout déjà fait, puis eux, ils ont juste à regarder puis dire, OK, tout est beau, on fait le prêt, puis ça leur prend pas de temps, puis eux, ils font des prêts. Moi, je prends le temps vraiment
vraiment de tout décortiquer la situation financière de l'emprunteur, puis d'expliquer correctement au prêteur, OK, voici à qui vous avez affaire. Puis en même temps, moi, je suis là pour vraiment défendre les intérêts de l'emprunteur. Je vais dire, OK, fais attention, ça, telle chose dans un prêt hypothécaire, ça, tu veux pas ça. Voilà le meilleur prêt pour toi, pour la situation, pour le futur, étant donné que tu vas être investisseur, étant donné que tu comptes rembourser plus rapidement, etc. Donc, on va regarder ces aspects-là, en plus de pouvoir voir les différentes promotions offertes par les prêteurs, ce qui est un petit peu plus difficile si on doit nous-mêmes aller voir chaque prêteur puis demander c'est quoi le taux d'intérêt puis c'est quoi les possibilités de prêt hypothécaire. Ensuite, on m'a posé la question, changer de prêteur, est-ce que je dois remettre une mise de fonds si je change de prêteur? Ben non, quand on transfère notre prêt hypothécaire d'un prêteur à l'autre, il n'y a pas de mise de fonds à remettre. On ne fait que transférer le prêt d'un prêteur à l'autre. Il va y avoir un avocat, un notaire qui va devoir changer les inscriptions au registre foncier parce que la garantie va changer. Donc, il pourrait y avoir un frais à ce moment-là de transaction, mais souvent, c'est couvert par le nouveau prêteur, ces frais-là. Il pourrait y avoir aussi une pénalité si on n'est pas arrivé à échéance du prêt actuel. Il pourrait y avoir une pénalité à payer au prêteur courant. C'est pour ça que ça peut être une bonne idée de le faire au moment d'arriver à échéance. Mais sinon, il n'y a pas d'argent quand on veut transférer ou même si on veut refinancer, c'est le contraire. Si on refinance pour aller chercher plus d'argent, pour aller chercher un plus gros prêt, c'est qu'on va recevoir. Dans le cas ici, ça serait pour investir, pour mettre une mise de fonds pour un immeuble à revenu. Mais oui, lorsqu'on achète, ça prend une mise de fonds. Cas d'exception, c'est quand on va aller chercher une collatérale, mais ça, c'est juste certains prêteurs qui permettent ça. Normalement, on va y aller par immeuble, là. Donc, c'est certain que pour acheter un immeuble, normalement, ça va être 20% de mise de fonds, moins si le prêt est assuré, mais pour que ce soit assuré, il faut être propriétaire occupant. Voilà. Donc, immobilier, on a parlé aussi des partenariats. L'auditeur me posait la question, ouais, les partenariats, est-ce que je devrais regarder ça? Est-ce qu'on devrait se regrouper plusieurs ensemble pour acheter un immeuble? Ben, dans les clubs immobiliers, parce que dans mes conseils, c'était de regarder les clubs immobiliers puis d'essayer de rencontrer des personnes. Puis évidemment que dans les clubs immobiliers, les partenariats, c'est un gros sujet parce que, ben oui, il y a tout plein de façons de combiner les talents de plusieurs personnes ou les avantages de plusieurs personnes pour aller investir dans l'immobilier. Par contre, moi, j'ai dit d'aller avec prudence dans les partenariats, de ne pas y aller les yeux fermés. Il faut y aller avec des personnes où est-ce qu'on a vraiment confiance. Puis, il faut faire les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il faut tout prévoir les problèmes qui pourraient survenir quand on a un partenariat. On achète un immeuble à plusieurs personnes. Qu'est-ce qui arrive si une personne veut sortir, l'autre personne veut continuer? Qu'est-ce qui arrive si une personne ne fait pas ce qu'elle était supposée faire au départ dans l'entente? Ça, c'est un notaire, une convention qui peut régler ça. L'idée, c'est de mettre tout par écrit d'avance pour que ce soit clair. Quelles sont les attentes du partenariat de chacun des partenaires? Il faut que tous les parties soient à l'aise avec ça. Si on y va simplement parce qu'on aime bien la personne, puis on ne met rien par écrit, puis on s'en parle pas trop, on verra rendu là, parce que c'est du travail, faire tout ça, on se concentre sur acheter, puis on verra plus tard. Attention, il peut y avoir des problèmes, ça peut virer au cauchemar. Les chicanes, parce que, tu sais, on peut être des bons amis, mais une fois qu'il y a des dizaines de milliers de dollars en jeu, ça se peut que notre intérêt financier, ce soit plus important que l'amitié. En bout de ligne, moi, ce que je disais, c'est que le plus facile, c'est d'y aller seul si on est capable. Mais oui, ça peut être avantageux, les partenariats. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec quelqu'un qui a peu d'expérience, quelqu'un qui apporte l'argent versus quelqu'un qui apporte les bras, qui va faire le travail. On peut avoir des belles combinaisons. Il y a tout plein de combinaisons possibles. On en parle beaucoup de ça dans les clubs immobiliers. Il faut s'informer puis faire les choses correctement, trouver des personnes de confiance compatibles avec nous. Mais pour moi, c'est plus facile à gérer nos finances personnelles quand on est seul. Le partenariat, je pense, de base, qui est important, c'est avec notre conjointe. Avec notre conjoint. Ça, c'est comme un partenariat assez important, s'assurer que nous et notre conjointe, on s'en va dans la même direction financièrement, qu'on s'entend sur l'utilisation de la dette, qu'on s'entend sur nos dépenses, notre style de vie. Bon, après ça, c'est déjà très, très compliqué ce partenariat parce qu'on le sait, les divorces, les séparations, il y en a beaucoup. Ben, c'est la même chose après ça dans les partenariats avec les partenaires d'affaires. Plus qu'on va en avoir, plus qu'il y a des chances qu'à un moment donné, la direction des
personnes, finances personnelles, ça ne soit pas tout à fait aligné, il y a des chances de problèmes. Donc, pour éviter les problèmes, oui, le plus facile, c'est d'y aller seul, selon moi. Mais les partenariats, dans des bonnes conditions, ça peut marcher. Y aller avec prudence, donc, avec les partenariats. J'arrête là, ça fait le tour des questions que j'avais. Donc, si vous vous demandez à quoi je faisais référence avec les 5 étapes pour obtenir la paix financière, devenir propriétaire et atteindre l'indépendance financière, les 5 étapes, c'est quoi? C'est 1, rembourser toutes ses dettes, s'engager à ne plus s'endetter. 2, accumuler sa mise de fonds, son fonds d'urgence. 3, acheter sa première propriété, mais une propriété dont on a les moyens, c'est-à-dire d'y aller très conservateur avec le plus petit prêt hypothécaire possible. Étape numéro 4, c'est investir pour l'indépendance financière. Là, on a notre maison, on investit pour l'indépendance financière, on travaille, puis on regarde, OK, comment je vais faire pour devenir riche? Réfléchir et devenir riche. Étape numéro 5, on n'oublie pas que l'hypothèque, là, c'est pas comme un animal de compagnie, là, ça qu'on veut garder le plus longtemps possible. Là. Non. L'hypothèque, là, à un moment donné, on veut la rembourser pour libérer notre coût de logement, faire en sorte que on est libre financièrement éventuellement, que tous nos revenus nous reviennent pour nos dépenses courantes, qu'on ne paye pas pour le passé, puis que ça nous donne beaucoup de flexibilité pour notre vie, puis qu'on peut faire de grandes choses et aller aider les autres. Voilà, bâtir sa base financière. Puis n'oubliez pas aussi que... T'as une maison à toi, un peu d'argent à la banque, puis t'évites de boire. C'est ce que je conseille à tout le monde, peu importe leur statut social. Des excellents conseils. Sur ce, donc, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.